Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission spéciale coproduite avec Euronews. J'ai le plaisir de co-présenter aujourd'hui notre émission avec mon confrère d'Euronews, Olaf Bruns. Bonjour Olaf, comment allez-vous? Je vais très bien, effectivement, Chaying. Nos villes changent très rapidement. De plus en plus de gens habitent dans les centres urbains, ce qui pose d'énormes défis pour les urbanistes aujourd'hui. Et en même temps, le changement climatique impose de nouvelles façons de se déplacer, de chauffer, de consommer. C'est une contrainte, mais aussi souvent une opportunité. Et finalement, les citoyens des villes exigent toujours plus de vivre bien dans leur ville. Aujourd'hui, Euronews s'associe à CGTN en français pour discuter de la manière dont nos villes évoluent en Europe, en Chine et ailleurs. Quelles sont les spécificités, mais surtout, quels sont les défis communs pour nos villes? Je m'appelle Olaf Bruns et je présente cette émission spéciale au siège d'Euronews à Lyon avec vous, Chaying. Merci Olaf, effectivement c'est un sujet très passionnant et moi je me trouve maintenant sur le plateau de CGTN à Beijing et aujourd'hui nous avons réuni par visioconférence un panel d'experts de très haut niveau qui représente une multitude d'expériences et de savoirs. Nous avons d'abord deux invités architectes qui résident respectivement en Chine et en Europe. Nous avons Géry Leloutre, architecte expert en urbanisme basé à Bruxelles. Bonjour, Monsieur Leloutre. Bonjour. Bonjour. Vous enseignez à l'Université libre de Bruxelles et a récemment écrit un article sur les innovations urbanistiques des Jeux olympiques. Et ensuite, nous avons Vassilia Pireros, architecte française qui vit en Chine. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Vous êtes professeur associé à l'école d'architecture de l'université de Tianjin et rattaché au laboratoire environnement et énergie des bâtiments de Tianjin. Vous êtes également associé au centre franco-chinois de la ville et du patrimoine. Et Olaf, je vous laisse présenter les autres invités. Merci Chaying. Et nous avons aussi deux experts qui vont nous aider à explorer d'autres aspects des villes. Nous avons Ding Yifan, vous êtes économiste et chercheur principal à l'Institut Taïé, think tank basé à Beijing. Un grand bienvenue. Et nous avons Fabrice Fourcade, le président d'EDF, Électricité de France, en Chine, donc également basé à Pékin, si je ne me trompe pas. Exactement. Depuis Pékin. Bonjour Olaf. Très heureux d'être avec vous ce soir. Un grand bienvenue à vous deux. Et à tous les quatre. Merci. Je commence tout de suite. Géry, les Jeux Olympiques à Paris viennent de se terminer et vous avez écrit récemment un article sur la manière dont ces Jeux ont changé le visage de Paris, ce qui vaut notamment pour les quartiers pauvres, défavorisés du nord de la ville et de sa banlieue. Pourriez-vous vous résumer comment relever le défi d'utiliser ce genre d'événements pour améliorer la ville sur le long terme? En tout cas, c'est sûr que pour transformer fortement une ville, on s'appuie sur des moments un peu particuliers, soit dramatiques, soit positifs. Les Jeux Olympiques, c'est plutôt positif. Le Covid, c'était plutôt dramatique, pour tout d'un coup faire passer des grands projets, des grands investissements qui, dans d'autres circonstances, auraient des difficultés à obtenir un support populaire et politique. Donc à Paris, il y a plusieurs choses qui se sont passées. Il y a, en tout cas, de manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est que les Jeux en tant que tels ont généré assez peu d'infrastructures propres pour les Jeux. C'est un peu le contre-exemple de ce qui s'est passé à Athènes au début du XXIe siècle. Les Jeux ont surtout servi à renforcer la structure urbaine existante de Paris et à contribuer à réparer ou à résorber certaines inégalités sociales dans l'espace parisien, et en particulier dans le nord de Paris, autour de Saint-Denis. Mais donc, en concentrant un certain nombre d'événements dans le nord de Paris, autour du Stade de France, on a pu, de cette manière-là, faire des opérations de rénovation urbaine assez importantes, en créant le village olympique, certes, mais surtout en organisant, et c'est un peu le thème du débat aujourd'hui, en organisant la mobilité autour de grands pôles de mobilité comme celui qui a été donc fait autour du Stade de France.
c'est une analyse très intéressante, surtout cette année, vraiment, on se concentre beaucoup sur les Jeux Olympiques. Paris est une ville qui a une longue histoire et on voit aussi qu'en Chine, il y a beaucoup de villes qui ont aussi une longue histoire. Et je voudrais tourner vers Madame Pireiros. Alors, quelles sont aujourd'hui les idées les plus innovantes, surtout pour les villes qui ont une longue histoire en Chine et comme en Europe, les idées les plus innovantes pour combiner l'héritage historique et la modernité d'une ville? Alors, je pense que c'est important de revenir sur la croissance urbaine en Chine pour avoir des repères. Entre 1970 et 2020, en 50 ans, la croissance urbaine, le taux d'urbanisation en Chine est passé de 20 à 60%. Si on compare la même période en France, on est passé de 70 à 80%. Et je pense que ces chiffres évoquent tout de suite des scénarios très différents et nous montrent que la Chine a fait face à des pressions énormes, des pressions urbaines énormes. Malgré tout, il faut comprendre que dans les deux situations, on a des pouvoirs publics qui mettent en place des politiques volontaristes, et notamment en Chine, dès les années 60, face à l'agrandissement de la ville, les pouvoirs chinois se préoccupent de l'étalement urbain et de limiter l'étalement urbain. Donc j'en viens à vos idées, votre question sur les idées pionnières aujourd'hui. Je pense qu'en France comme en Chine, on se préoccupe beaucoup de limiter la croissance de la ville. On a des dispositifs en France sur la zéro artificialisation. En Chine, c'est des limites rouges. Mais toujours, on doit chercher un équilibre global des territoires entre le rural et l'urbain. Je pense que c'est un contexte très général, mais c'est important. Et pour répondre à votre question sur les villes qui ont vous parlez d'héritage, c'est un patrimoine et comment on fait de la modernité dedans. Je pense que c'est important aussi de définir qu'est-ce que c'est le patrimoine de la ville. Et pour moi, je pense que ce n'est pas que le patrimoine bâti architectural, il y a aussi un patrimoine urbain avec des cohérences. Il peut y avoir également un patrimoine paysager. Et c'est tout cela qui vient créer l'identité de la ville, son identité physique, son identité culturelle. Donc aujourd'hui, en tant qu'architecte, quand on vient travailler là-dedans, faire de la modernité, ce n'est pas faire fi de cela, mais c'est travailler avec la ville existante et faire la ville sur la ville. Je pense que c'est les idées qui préoccupent les architectes de par le monde de plus en plus aujourd'hui. Et justement sur cette question, je vais continuer avec M. Ding Yufan. Donc vous avez fait beaucoup d'analyses sur l'urbanisme en Chine, surtout pour les audiences étrangères, et vous avez beaucoup voyagé en Chine, et vous habitez aussi dans une grande ville, Pékin, et pendant très longtemps. Donc comment voyez-vous l'évolution de tout ça, et aujourd'hui, comment la Chine a relevé ce défi de grandes villes, voilà. En fait, oui, dans les grandes villes, le problème c'est que les villes ressemblent beaucoup plus à des forêts de ciment. Donc c'était des buildings, des gratte-ciels, etc. Donc il faut un peu plus d'espace vert dans les villes. Ce que fait actuellement les municipalités de ces grandes villes, comme à Pékin ou à Shanghai, c'est d'essayer de créer de petits espaces verts au milieu de ces grands bâtiments, etc., pour que les gens puissent bénéficier un peu d'espace lorsqu'ils descendent de ces grands bâtiments, et ils peuvent bénéficier un peu de ces espaces verts. Et depuis 5 ans, depuis les 5 dernières années, à Shanghai, à Pékin, à Chongqing, dans ces grandes villes, dans des villes hypertrophiées, nous avons essayé d'arranger des centaines de petits espaces verts. Tout cela pour que les habitants puissent accéder un peu à la nature. C'est un aménagement des grandes villes. En dehors de ça, dans le plan de l'urbanisation chinoise, donc du gouvernement, etc., on va renverser un peu la tendance de l'urbanisation toujours vers une concentration des villes de plus en plus importantes.
Dans le plan de l'urbanisation nationale de Chine, on prévoit de construire des milliers et des milliers de petites villes. De petites villes très belles avec des styles un peu particuliers pour que la population puisse vivre au contact avec la nature. Car traditionnellement, surtout dans le sud et le sud-est de Chine, on avait l'habitude de créer dans des petites villes des cadres de vie vraiment au contact avec la nature. C'est comme le petit jardin à Suzhou ou dans les villes de delta du fleuve Yangtze, etc. Et ça reprend. Donc, on va construire des milliers et des milliers de petits bourgs, de petites villes charmantes, avec des styles un peu particuliers de chaque région de Chine. Vous avez des réflexions à faire et commentaires à faire là-dessus, Olaf, n'est-ce pas? Oui, non, je voulais juste porter cette même question. En fait, à la fois, il y a cette question du verdissement, d'accès à la nature pour les habitants des villes. Mais Fabrice, un autre aspect qui revient tout le temps dans toute discussion urbanistique est la pression que le changement climatique exerce aujourd'hui sur nos villes. Et donc, c'est certainement en termes de nécessité de réduction de l'émission d'effets de gaz à effet de serre, mais et on vient de le mentionner aussi pour adapter les villes pour qu'elles restent vivables pour les habitants. Donc, je voudrais bien qu'on se concentre un instant sur cette idée de la ville plus écologique. Fabrice, avec l'impératif de décarbonisation dans la tête, quelles sont les nouvelles tendances dans la fourniture d'énergie, notamment parce que vous vous en occupez dans les villes? Ouais, c'est une très bonne question, merci. Le premier enjeu, j'ai envie de dire, de la décarbonation, c'est la sobriété. L'énergie qui émet le moins de CO2, qui protège le mieux la planète, c'est d'abord celle qu'on ne consomme pas. Et donc, dans le domaine des bâtiments, dans nos villes, le sujet, je vais simplifier un petit peu, hein, mais le sujet de la sobriété énergétique, c'est d'abord celui de l'efficacité thermique des bâtiments mieux isolés. C'est des bâtiments qui consomment moins de chaleur l'hiver et qui consomment moins de froid l'été. Donc en Europe notamment, il y a un enjeu majeur sur le sujet de la rénovation urbaine qu'on a évoqué, mais notamment de la rénovation thermique de nos bâtiments. Il y a un deuxième enjeu évidemment essentiel de la décarbonation, c'est celui de remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables. Là encore, en simplifiant, pour nos bâtiments, l'enjeu premier, l'enjeu principal, c'est de décarboner le chauffage. C'est ce que fait une entreprise comme EDF depuis un certain nombre d'années. En Europe, par exemple, on fait une promotion très forte de la pompe à chaleur électrique pour remplacer, par exemple, les chaudières au gaz. On développe aussi des réseaux de chaleur alimentés par de la biomasse. On le fait en France, on le fait en Europe. On l'a fait aussi ici en Chine, puisqu'on a développé un réseau de chaleur alimenté par une biomasse, ou plus exactement par une centrale dans laquelle on brûle du bois, et exactement en fait les résidus de la taille des pommiers, puisque c'est un projet qui se situe dans une zone agricole de la province du Henan. Et puis un dernier mot, un petit clin d'œil, puisque Monsieur Leloutre a parlé des Jeux Olympiques. Vous avez sans doute vu la flamme olympique, qui est une innovation très importante. Et EDF en est à l'origine, et c'est une flamme olympique particulièrement innovante, sans carbone, puisqu'elle était constituée uniquement d'électricité verte et d'eau.
C'est très intéressant. Alors, on revient toujours aux Jeux olympiques. Justement, je voudrais revenir sur les innovations urbanistiques des Jeux olympiques à Paris. Donc, Monsieur Le Loutre, justement, en termes de rendre la ville plus adaptée aux exigences climatiques, quelles sont aujourd'hui les idées et les réalisations les plus inspirantes? Alors, le grand mantra de la vie contemporaine aujourd'hui, c'est l'idée que bien organiser le territoire en concentrant les populations, les emplois sur des nœuds de mobilité permettra de gérer correctement la mobilité. C'est en partie vrai, c'est en partie pas vrai, mais c'est ce qui est fait à Paris. Donc, les Jeux olympiques de Paris, en fait, ont été la première pierre à un énorme projet, mais vraiment gigantesque, de ce qu'on appelle le Grand Paris Express, qui est une réorganisation du réseau de transport en commun parisien, donc des énormes lignes de métro qui permettront de relier le centre de Paris à des zones plus périphériques, enfin qui étaient périphériques et qui deviennent nettement moins maintenant qu'elles sont connectées, comme notamment le plateau Saclay où se redéveloppe toute l'offre, enfin, une grosse partie de l'offre universitaire parisienne. Et lié à ce Grand Paris Express, l'idée est de développer autour des stations principales des quartiers à très haute densité, précisément pour gérer, on va dire, par l'espace urbain, par la densité, la demande en transport dans la métropole parisienne. Voilà. Je dis que c'est une solution, c'est pas tout à fait vrai parce que c'est pas parce que vous concentrez des gens à des nœuds de mobilité qu'ils ne doivent pas se déplacer et c'est pas parce qu'ils habitent là qu'ils travaillent là. Et donc, on crée néanmoins des demandes de déplacement extrêmement fortes que les villes, que ça soit encore plus en Asie qu'en Europe, ont beaucoup de mal à absorber. Mais ça, c'est le gros paquet, c'est le paquet qui coûte des milliards et qui est illustré aux Jeux Olympiques par le village olympique et la station Samy Pleyel juste à côté. L'autre gros paquet, c'est la soft mobilité, la mobilité douce, où on va profiter notamment d'opérations comme les Jeux Olympiques pour, de manière un peu en opération commando, partager l'espace public de manière radicale entre la mobilité automobile qui jusque-là était plutôt dominante et les autres types de mobilité, que ce soit le transport en commun et les cyclistes et les piétons. Et donc, c'est ce qui s'est passé pendant les Jeux Olympiques à Paris avec les fameuses olympistes, les olympistes, donc les plus cyclables liés aux Jeux Olympiques, qui a permis de plus ou moins contrôler d'ailleurs l'affluence dans le métro parisien qui n'était pas encore prêt pour les Jeux. Et le troisième gros paquet, c'est la question du climat urbain. Donc, ce qu'on appelle souvent aujourd'hui les îlots de chaleur. Donc, la ville, en absence de végétation forte, surchauffe. Il y a plein de manières de refroidir des villes. On peut mettre des brumisateurs, on peut faire toutes sortes de choses, mais on se rend compte aussi que les forêts, notamment, ont des manières très, très naturelles de refroidir l'atmosphère par l'humidité, par l'évapotranspiration. Et donc, dans les villes partout dans le monde, et en particulier à Paris pour les Jeux Olympiques, donc, il y a eu un très, très gros effort de plantation, de végétation diverses et variées dans beaucoup d'endroits de la ville pour créer des masses critiques de refroidissement d'air dans l'espace urbain. Donc effectivement, on revient à ces îlots de nature, même en ville, que Ding Yifan mentionnait déjà au début. Et je sens que on va faire pendant tout ce débat et d'alterner entre la Chine et l'Europe. Et donc effectivement, je voudrais ramener de nouveau ce cas parisien vers la Chine un peu. Vassilia, votre cabinet, et j'ai lu ça sur votre site internet, vise à relier et ancrer l'architecture dans le territoire, et je cite, comme c'est écrit là, s'engage dans une attitude de conception éco-responsable, qu'elle soit à l'échelle du projet ou à l'échelle de toute la ville. Alors, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui? Comment est-ce qu'on concrétise cette idée d'éco-responsable dans l'architecture, mais aussi dans l'urbanisme? Alors, je pense que la première chose, c'est que, bon, d'un point de vue chinois, le métier change, le métier de l'architecte change. On n'est plus face à des projets neufs. Donc, je parlais tout à l'heure de régénération, de rénovation du bâti, de régénération des espaces publics, des espaces urbains. Et je pense que c'est là la base d'une démarche éco-responsable. Donc, de ne plus s'étaler, mais de rester
sur la ville en tant que telle. Alors bien sûr, après, on doit penser à des énergies positives, à du bas carbone et donc à une meilleure isolation des bâtiments, à des matériaux biosourcés. Mais au-delà de tout ça, je pense qu'une démarche éco-responsable, c'est une démarche qui va faire appel aux matériaux locaux, aux personnes qui sont sur place et réfléchir aux besoins. Donc, par exemple, je peux évoquer quelques projets que j'ai réalisés. Un dans le Yunnan, dans le cadre d'un festival. C'est un tout petit village près de Kunming. Et l'objet du festival était de permettre aux habitants de prendre conscience de la valeur de leur habitat. Et le projet, c'était une rénovation d'une maison en terre avec à l'intérieur un grand filet suspendu pour évoquer les activités de pêche qui n'existent plus. Mais donc, c'est donc voilà, c'est un ancrage culturel, un ancrage dans le territoire et une démarche voilà, de petits projets. À d'autres échelles, j'ai fait un projet à Chengdu où c'était un pavillon de vente pour un grand complexe résidentiel qui était à réaménager et sur lequel j'ai travaillé sur le concept de ruines contemporaines parce que on peut réaménager ces bâtiments, les réutiliser et en faire des espaces communautaires à une échelle locale. C'est ça que je pense éco-responsable. Ce n'est pas seulement des techniques, c'est aussi toute une philosophie de la vie, de la ville et en partenariat avec les habitants. Et effectivement, c'est très intéressant de prendre des villes comme des cas particuliers comme exemple et de cette conception de éco-responsable. En Chine, maintenant, il y a beaucoup d'éco-villes, ce qu'on appelle éco-villes, qui sont en train d'être construites. Et parmi eux, il y a la ville de Wuhan. Donc, je voudrais tourner vers M. Fourcade parce qu'à Wuhan, il y a une forte participation des entreprises françaises dans le projet de construire cette éco-ville. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu, prenons l'exemple de Wuhan, comment la Chine et la France, ou plus en général l'Europe, peuvent travailler ensemble pour cette idée écologique dans le domaine de l'urbanisme? Alors depuis maintenant longtemps, hein, notamment depuis la signature des accords de Paris en 2015, hein, vous le savez, la France et la Chine travaillent main dans la main pour lutter contre le changement climatique. Ça a été rappelé à de nombreuses reprises au plus haut niveau des deux États et encore récemment à l'occasion des célébrations du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre nos deux pays. Le projet dont vous parlez, hein, celui de ville écologique de Wuhan, est, je pense, un exemple très concret de la manière dont on peut travailler ensemble, France, Chine, également avec des partenaires européens, sur cet engagement à lutter contre le changement climatique et donc dans le domaine qu'on discute ce soir de l'urbanisme. Depuis maintenant 10 ans, puisqu'on a célébré en fait le 10e anniversaire du projet, c'était au printemps, c'était exactement au moment de du Cherry Blossom qui est célèbre là-bas à Wuhan. Donc depuis 10 ans, ce projet a permis à des architectes français, des architectes chinois, des entreprises françaises, des entreprises chinoises de travailler ensemble, de travailler aussi avec les autorités et les services de la ville. Alors pour ce qui nous concerne, nous très concrètement, on a travaillé sur le projet quasiment depuis l'origine. Donc on a fait ensemble la planification énergétique du quartier, donc en fonction des développements urbains qui étaient prévus. Et au-delà de la planification elle-même, on a ensuite décidé avec notre partenaire local de construire une station multi-énergie, en fait, pour approvisionner la ville, alors un peu en électricité, parce qu'il y a de l'électricité photovoltaïque sur la station multi-énergie, mais elle produit aussi ensemble du chaud pour l'hiver, du froid pour l'été, et elle a la particularité d'utiliser les mêmes infrastructures
ce qui est assez rare. Il y a quelques projets comme ça dans le monde, mais il y en a pas beaucoup. Donc elle utilise les mêmes infrastructures pour transporter donc la chaleur l'hiver et pour transporter le froid et la climatisation l'été. Donc c'est un projet qui est à la fois qui apporte du confort aux habitants, mais qui est en même temps très respectueux des contraintes environnementales et donc, comme on le disait, de lutte contre le changement climatique. Fabrice et Vassilia, c'est fascinant d'entendre ces exemples de Chine dont on entend si peu parler ici en Europe, en fait. Donc, restons encore un instant là-dessus. Ding Yifan, quelles sont les approches aujourd'hui en Chine pour construire une ville plus durable, mais aussi qui consomme moins? Peut-être encore quelques exemples pour la ville plus écolo en Chine. La Chine a fait de grands progrès dans le domaine de l'énergie renouvelable. Par exemple, parlons des Jeux Olympiques à Paris. J'aimerais bien vous rappeler qu'il y a 2 ans, à Pékin, nous avons organisé des Jeux Olympiques d'hiver. Au moment des Jeux Olympiques d'hiver, à Pékin et à Zhangjiakou, donc ce sont les 2 villes qui ont organisé les Jeux, les compétitions, etc. Les villages olympiques, donc les villages des sportifs, étaient équipés et alimentés par complètement de l'énergie renouvelable, sans autres énergies. Le chauffage est assuré par l'électricité renouvelable. Les camions qui transportent les sportifs étaient des camions à hydrogène. Donc, il n'y a pas du tout d'émissions de gaz dans tous ces projets-là. Donc, c'était un grand projet. C'était un grand projet de montrer que même pour des activités, des Jeux olympiques, de grandes activités sportives, et on est capable de fournir de l'énergie, de l'électricité, tout avec de l'énergie renouvelable. Et je pense que c'est la direction que la Chine va s'orienter dans les années à venir. Alors Fabrice, peut-être vous, un dernier mot, votre vision sur l'avenir de l'urbanisme, un peu plus ouverte donc. L'avenir de l'urbanisme, je pense que ça passe par ce qu'on a déjà discuté aujourd'hui. Donc, un urbanisme respectueux de l'environnement, un urbanisme sobre, durable, décarboné. Je pense aussi avec des espaces verts, plus d'espaces verts, un urbanisme renaturé. Je pense qu'il y a beaucoup d'attentes autour de ça. Sinon, y compris à titre un peu personnel, je pense que l'urbanisme a besoin de contribuer à donner accès à la culture, notamment en préservant le patrimoine, on en a parlé, mais aussi en ouvrant des nouveaux espaces culturels, en donnant accès aux bibliothèques, au cinéma, aux musées. Et puis, un dernier point qui me semble absolument essentiel, c'est que je pense qu'on a besoin, au moins autant que par le passé, d'un urbanisme inclusif, peut-être plus inclusif, qui crée du lien, qui crée de la mixité, y compris de la mixité sociale. Et M. Ding, très brièvement, votre mot à la fin pour l'avenir de l'urbanisme à vos yeux. Dans l'avenir, il faudrait tenir compte de l'importance de la nature parce que l'homme a besoin de vivre au contact et dans la nature. Et donc, l'urbanisation va prendre soin davantage de ce rééquilibrage entre la nature et le développement de l'espèce humaine. Voilà. Merci beaucoup à tous nos invités d'avoir participé à notre émission aujourd'hui et merci Olaf pour les idées que vous apportez à ce débat. Merci, merci beaucoup. Merci Chaying, merci pour la co-modération, merci pour la collaboration entre Euronews et la CGTN en français. Merci beaucoup à tous nos invités. Et je vous remercie d'avoir suivi notre émission spéciale. À la prochaine.